Chaque jour, la Terre baigne dans la lumière du Soleil. Chaque jour, nous allumons et éteignons différentes sources de lumière, mécaniquement, sans même y penser. Mais imaginez qu'un jour, vous éteignez la lumière, vous vous endormez, et vous vous réveillez dans une toute autre époque. Voyons comment cela peut se produire, et quel est le rapport avec la lumière. La physique quantique est assez folle. La physique classique est comme un film projeté du début à la fin, tandis que le monde quantique est comme la possibilité de prendre la télécommande et de manipuler les scènes que vous regardez, fascinant et mystérieux. Supposons que vous ayez un interrupteur ordinaire qui peut être soit allumé, soit éteint. C'est comme un bit ordinaire dans les ordinateurs, qui peut se trouver dans l'un des deux états suivants, 0 ou 1. Mais dans les ordinateurs quantiques, il existe un type d'interrupteur particulier appelé qubit. Contrairement aux bits ordinaires, un qubit peut exister dans plusieurs états en même temps. Il peut être à la fois 0, 1 et tout. Ce qui se trouve entre les deux, c'est donc comme si la lumière pouvait être simultanément allumée et éteinte. Oui, les règles de notre univers sont bizarres. Cette propriété mystérieuse appelée superposition nous a récemment permis de réaliser une chose incroyable, remonter le temps, du moins dans le cadre d'une petite expérience avec des ordinateurs quantiques. Nous sommes à l'automne 2022. Deux groupes de scientifiques, l'un d'Oxford et l'autre de Vienne, ont décidé de mener une expérience étrange. Ils ont joué avec un ordinateur quantique pour créer un programme qui inverse le temps. Ils ont pris un minuscule électron et ont essayé de le faire reculer dans le temps pendant une fraction de seconde. Un peu comme si, après avoir brisé votre triangle de boules au billard et être passé de l'ordre au chaos, tout le processus s'inversait comme par magie. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous ne sommes malheureusement pas sûrs qu'il soit possible de remonter le temps dans la vie réelle. En faisant quelques calculs, les scientifiques ont découvert que si nous observions sans cligner 10 milliards d'électrons localisés pendant toute la durée de l'univers, nous ne verrions un tel phénomène se produire qu'une seule fois. Et nous parlons ici d'une toute petite fraction de seconde et d'un seul électron. Ils n'ont donc pas inventé de machine à remonter le temps. Ils ont simplement réussi à créer une simulation avec des ordinateurs quantiques. Il y a aussi un autre problème. Plus la simulation est grande, plus elle est complexe et moins elle est précise. Dans notre expérience, nous n'avons utilisé qu'un seul qubit et nous avons réussi à inverser le temps. Dans une configuration à 2 qubits, les scientifiques n'ont pu inverser le temps que dans 85% des CA. Dans une configuration à 3 qubits, ce pourcentage est tombé à 50%, avec davantage d'erreurs. Si nous continuons à ajouter des qubits, nous n'y arriverons plus du tout. En outre, le succès dépend de la quantité d'informations que le système peut stocker. Par exemple, la téléportation d'une personne serait presque impossible parce que les humains contiennent énormément d'informations. Hélas, nous n'avons donc pas encore de machine à voyager dans le temps. Mais cette découverte peut avoir quelques applications. L'inversion de l'état des qubits dans un processeur quantique peut permettre de corriger les erreurs pendant le développement. Un petit CTRL-Z, mais dans la vraie vie. Cela représente ainsi un tout petit pas vers d'autres découvertes passionnantes. Par exemple, ils ont récemment démontré une autre chose plutôt folle. On peut envoyer la lumière elle-même dans le passé. La lumière n'est pas faite que pour éclairer. Elle a des super-pouvoirs que nous ne pouvons même pas imaginer. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que nos yeux émettaient des rayons visionnaires. Isaac Newton leur a donné tort des centaines d'années plus tard lorsqu'il a mené ses expériences sur les prismes. Un prisme décompose la lumière blanche pure en une magnifique palette. C'est ainsi que nous avons découvert que la lumière se compose en réalité de tout un tas de couleurs différentes. Le temps passant, les scientifiques ont appris autre chose encore, que la lumière est une onde. Plus tard encore, au XXe siècle, nous avons découvert un grand paradoxe. La lumière est à la fois onde et particule. Une double existence en un seul photon. Et plus nous en apprenons sur la lumière, plus nous découvrons de choses insensées. En 2016, des scientifiques ont réussi à figer la lumière dans le temps. Ils ont placé des photons, les plus petites particules de lumière, dans des nuages atomiques ultra froids, et ils ont réussi à l'arrêter, mais pour un instant seulement. Toutefois, le fait qu'une telle chose soit possible est déjà incroyable. Les scientifiques ont alors fait preuve d'encore plus d'audace. Ils ont décidé d'essayer non seulement de figer la lumière, mais aussi de modifier sa direction dans le temps. Ils ont pris un cristal spécial et ont fait passer un photon à travers, déclenchant ce que l'on appelle l'inversion quantique du temps. Résultat, le photon s'est mis à se déplacer à la fois vers le futur et vers le passé. Derrière ce phénomène, on trouve deux principes quantiques, la superposition et la symétrie quantique. Nous avons déjà mentionné le premier, qui permet à de minuscules particules d'exister dans plusieurs états à la fois.
Le second principe stipule que même si vous retournez les particules comme dans un miroir, elles suivront toujours les mêmes lois. En combinant ces principes, les scientifiques ont créé un photon qui défie la marche habituelle du temps. Mais là encore, pas de manière très complexe. Ce retournement temporel ne fonctionne que pour des particules spécifiques, pas pour des êtres humains. Et même s'il fonctionnait pour nous, rembobiner une personne ne serait-ce que d'une seconde prendrait énormément de temps et d'énergie. Mais le fait que nous puissions modifier la vitesse de la lumière et la faire changer de direction est déjà étonnant. Les scientifiques y voient déjà quelques applications possibles. Par exemple, des chercheurs de Harvard ont suggéré une façon géniale de déplacer les engins spatiaux à la vitesse de la lumière, en les accrochant à des supernovas. En général, voyager vers les étoiles nécessite une quantité d'énergie folle, mais ces scientifiques ont une idée extraordinaire. Ils pensent que les vaisseaux spatiaux pourraient utiliser des éléments naturels, comme les étoiles hypervéloces et les météores provenant de supernovas, pour atteindre des vitesses ultra rapides. Un peu comme les voiliers se servent du vent pour avancer. Les civilisations du futur pourraient utiliser ces bouffées d'énergie pour accélérer leurs vaisseaux. Imaginez un engin spatial équipé de voiles solaires ou magnétiques qui exploiterait la puissance d'explosion d'une supernova. Ces voiles pourraient utiliser la pression du rayonnement solaire pour fonctionner, de sorte que nous n'aurions plus besoin de moteurs traditionnels ni de carburant. De plus, ces engins à voiles seraient beaucoup plus légers et moins chers à lancer dans l'espace que les vaisseaux spatiaux classiques. Une équipe travaille déjà sur une voile accélérée par des lasers qui pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Cela peut sembler peu, mais c'est en fait une vitesse folle. Leur rêve est d'aider l'humanité à effectuer un voyage rapide vers Alpha Centauri, en seulement 2 décennies. N'est-il pas étonnant de voir tout ce que l'on peut faire avec la lumière, et pas seulement dans notre imagination? Passons à des réalisations plus pratiques. Récemment, une entreprise canadienne de camouflage, Hyperstealth Biotechnology Corporation, a fabriqué une véritable cape d'invisibilité. Cette cape magique n'a besoin d'aucune source d'énergie, est aussi fine que du papier et ne vous ruinera pas. Hyperstealth envisage un monde où ce matériau pourrait masquer des personnes, des véhicules, des vaisseaux, des engins spatiaux et même des bâtiments entiers. Il s'agit encore d'un prototype, mais il fonctionne déjà très bien. Ils ont baptisé cette technologie la furtivité quantique. La lumière est courbée de manière à faire disparaître les objets. On peut ainsi dissimuler des objets non seulement dans le spectre visible, mais aussi dans l'ultraviolet, l'infrarouge à ondes courtes, et pour faire bonne mesure dans le spectre thermique. Cette technologie fonctionne grâce à une lentille lenticulaire, une feuille ondulée dotée de lentilles convexes. Lorsqu'elles sont empilées d'une manière spécifique, ces lentilles réfractent la lumière à différents angles, créant des taches qui bloquent la lumière et dissimulent l'objet. Malheureusement, cela ne permet pas d'obtenir un effet d'invisibilité totale. Mais peut-être qu'un jour nous y parviendrons. Continuons à y travailler. La cape donne l'impression qu'une vitre sale ou floue se tient devant celui qui regarde, mais l'objet qu'elle recouvre n'est plus visible. Et si vous placez ce voile devant votre corps, on aura l'impression que vous n'êtes qu'une tête qui flotte. Le progrès scientifique bat son plein. Peut-être qu'un jour, nous pourrons inverser le temps non seulement pour les petites particules de lumière, mais aussi pour des êtres humains entiers. En attendant, profitons de nos capes d'invisibilité et restons curieux. Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous.
Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la troisième option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre quatrième option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile. Le tunnel entre ces 2 points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps.
de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallette, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallette est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains que même si tu vivais une telle expérience, tu existerais toujours dans le présent. C'est parce que la chronologie qui existe déjà a une façon de s'ajuster, indépendamment de l'endroit où les gens se trouvent dans le temps et de ce qu'ils y font. Ou alors, il faut avoir une puissance de 1,21 gigawatts et une DeLorean sous la main, et faire comme Marty McFly, voire Retour vers le futur. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil, parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu.
Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde, et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule, par exemple une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait. Parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps reflété dans les rayons lumineux t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés.
Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Remontons le temps jusqu'à il y a 4,6 milliards d'années, afin de voir le moment où notre système solaire est né. Waouh! Il n'y a rien qui ressemble à une étoile ou à une planète. Pour l'instant, il n'y a qu'un nuage géant de poussière qui porte le nom de nébuleuse. Ce sont des molécules d'hydrogène et d'éléments plus lourds, ainsi que de la glace, laissée là par une étoile précédente. Mais ce nuage n'est pas dense, donc il ne peut pas se transformer en une étoile ou une planète. Mais ensuite, une vague d'explosions arrive ici, peut-être même plusieurs. Une explosion de supernova se produit à quelques années-lumière de notre nébuleuse. Une étoile géante brûle son carburant, puis s'effondre sous son propre poids. À ce moment-là, retentit un boom d'une telle force que sa lumière peut être vue à des dizaines d'années-lumière. L'onde de choc de la supernova atteint notre nébuleuse. Comme une vague en mer, elle frappe le nuage de poussière, le laissant rétrécir et devenir plus dense. La nébuleuse a alors acquis un centre de gravité commun. Elle a attiré à elle de plus en plus de particules de poussière. Cela a exercé une telle pression sur le noyau de la nébuleuse qu'il s'est mis à tourner. Et plus la masse du nuage central était importante, plus il tournait vite. Les particules à l'intérieur du noyau sont entrées en collision plus rapidement et plus fréquemment. Cela a fait monter la température de la nébuleuse à plusieurs milliers de degrés. À ce moment-là, une proto-étoile est apparue. C'était un soleil jeune et instable. Lorsque la température du noyau de la nébuleuse a atteint des millions de degrés, des réactions nucléaires s'y sont déclenchées. Les noyaux des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium se sont heurtés les uns aux autres et ont fusionné pour donner des éléments plus lourds. Que la lumière soit. Il y a 4,5 milliards d'années, la proto-étoile s'est transformée en un soleil stable, mais 30% plus sombre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il reste aussi un énorme nuage de poussière. C'est le reste des matériaux qui n'ont pas participé à la création de notre étoile. Tu peux maintenant voir les plus gros objets de ce nuage. Les éléments lourds et la poussière ont commencé à s'accumuler, formant des protoplanètes. À ce stade de l'existence du système solaire, il y avait environ 100 protoplanètes, dont la taille allait de celle de la Lune à celle de Mars. À l'époque, régnait un chaos total. Ces protoplanètes n'avaient pas d'orbite bien définie, et elles ont commencé à entrer en collision les unes avec les autres. Certaines se sont heurtées frontalement, créant des explosions massives et des tonnes de débris. D'autres sont entrées en collision de manière tangentielle et ont simplement changé de trajectoire. Dans cette partie de billard cosmique, les plus grandes protoplanètes ont gagné. Elles ont littéralement mangé les plus petits débris et sont devenues de plus en plus grosses. Le chaos ne s'est arrêté qu'environ 100 millions d'années plus tard. Tu peux maintenant voir certaines planètes presque formées. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre planète natale ressemble pour l'instant davantage à un morceau de lave. Le bombardement constant de sa surface par divers astéroïdes a beaucoup chauffé la planète. Mais déjà, elle a commencé à se refroidir. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce qu'une terrible inconnue apparaisse à l'horizon. Il s'agit de Theia, une planète hypothétique de la taille de Mars qui s'est formée à peu près en même temps que les autres planètes. Et maintenant, elle se dirige en spirale vers la Terre, prête à la frapper. Bam! À la suite de l'impact, un énorme morceau de notre planète a été projeté dans l'espace. Theia elle-même a été réduite en morceaux. Son noyau a fusionné avec celui de la Terre, tandis que le reste de la matière est resté dans l'orbite de notre planète. Petit à petit, les débris des deux planètes ont commencé à entrer en collision les uns avec les autres et à fusionner en un grand corps cosmique. Lorsque la poussière est retombée, la Terre a eu son satellite naturel, la Lune. Une autre hypothèse pour la formation de la Lune suggère que Theia était beaucoup plus grande que la Terre. Elle n'a que légèrement éraflé notre planète et a continué à se déplacer sans perdre sa matière. Et la Lune a été formée presque entièrement à partir de particules de notre planète. Comme preuve de cette hypothèse, nous avons des échantillons de sol lunaire rapportés par les astronautes de la mission Apollo. Il s'avère que la composition du sol lunaire est très similaire à celle de la croûte terrestre, et ces éléments n'ont pu arriver là qu'à la suite d'un événement violent. Les géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formées un peu plus tard et plus loin du Soleil. Ces planètes sont littéralement des boules de gaz. Elles n'ont pas de surface solide. Si tu marches sur Jupiter, tu tomberas jusqu'à ce que tu atteignes son noyau. Ces planètes n'ont pas pu avoir de surface solide pour plusieurs raisons.
Elles se sont formées plus tard, alors que les autres planètes s'étaient déjà accaparées les métaux et les silicates. Elles sont aussi toutes nées au-delà de la ligne de gel. Il s'agit d'un point hypothétique situé quelque part au-delà de l'orbite de Mars. Le Soleil ne chauffe pas suffisamment la zone située derrière cette ligne pour que l'eau se trouve à l'état liquide. Il y avait donc une énorme quantité de glace dans les nuages de gaz restants. 3 millions d'années après la naissance du Soleil, ces matériaux ont commencé à s'empiler et à prendre de la masse, devenant ainsi la proto-Jupiter. En quelques millions d'années, cette boule de glace a pu atteindre une masse environ 50 fois supérieure à celle de la Terre. Et plus elle devenait lourde, plus elle était capable d'accumuler de gaz. En peu de temps, Jupiter a absorbé presque toute la matière du disque de gaz qui se trouvait près d'elle et a atteint environ 318 masses terrestres. Jupiter avait un champ gravitationnel très puissant et a fait des ravages sur tous les objets situés dans la zone entre Mars et elle. Les protoplanètes y entraient en collision beaucoup plus souvent, ce qui provoquait leur effondrement. Par conséquent, une ceinture d'astéroïdes s'est formée. Ce sont des fragments incapables de se réassembler en une planète complète à cause de l'intense gravité de la géante gazeuse. Passons à Saturne, la deuxième des 4 géantes gazeuses. Elle est 3 fois plus petite que Jupiter. On pense qu'elle est si petite parce qu'elle est encore plus éloignée du Soleil, à environ 10 distances Terre-Soleil. Et elle a commencé sa formation encore plus tard, alors que Jupiter n'avait presque rien laissé du disque gazeux. Mais Saturne a une autre caractéristique distinctive, ses anneaux. Ils sont si larges que tu pourrais y faire tenir 21 terres. Et ils sont aussi épais qu'un immeuble de 5 étages. On ne sait toujours pas exactement comment ils se sont formés, mais il y a 2 hypothèses principales. Saturne a 82 lunes connues à ce jour. Il y en a peut-être une de plus, mais elle a été détruite lors d'une violente collision. La Lune a été brisée en petits fragments qui ont commencé à graviter autour de la géante gazeuse. Ces fragments, à leur tour, sont entrés en collision les uns avec les autres et se sont à nouveau brisés. Petit à petit, des débris de la taille de gratte-ciel se sont transformés en petits grains de sable. C'est ainsi que les anneaux de Saturne sont constitués de poussière et de glace cosmique. Viennent ensuite Uranus et Neptune. Elles sont beaucoup plus petites, avec respectivement 14 et 17 masses terrestres. On pense qu'elles n'ont pas pu atteindre la taille et la masse de Jupiter à cause du puissant vent solaire. Il a progressivement soufflé le disque de gaz à l'extérieur du système solaire, vers l'espace interstellaire. Il y avait donc beaucoup moins de matériaux de construction pour les nouvelles planètes. Quand Uranus s'est formée, elle a subi une collision catastrophique et probablement très violente avec une autre protoplanète. Cette collision a fait rouler Uranus sur le côté. Toutes les planètes ont leur axe de rotation dirigé vers le haut, mais l'axe d'Uranus est dirigé vers le Soleil. Elle ressemble donc plus à une boule qui roule. De plus, sa rotation est rétrograde. Cela signifie qu'elle tourne à l'encontre de son propre mouvement, un peu comme une voiture qui avance, mais dont les roues tourneraient à l'envers. Derrière les géantes gazeuses se trouve la ceinture de Kuiper. C'est la zone située au-delà de l'orbite de Neptune. C'est l'endroit où les astéroïdes, la poussière et la glace sont restés après la formation du système solaire. Elle est similaire à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais elle est environ 100 fois plus lourde. Sachant comment notre système solaire s'est formé, voyons maintenant comment il pourrait être détruit. Le Soleil a une durée de vie comme toute autre étoile. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Chaque seconde, le Soleil transforme 4 millions de tonnes de matière en rayonnement solaire. Petit à petit, il va s'épuiser et commencer à brûler les éléments plus lourds qu'il contient. Cela augmentera la température, la luminosité et la taille de l'étoile. Dans 1,1 milliard d'années, le Soleil sera 11% plus lumineux qu'aujourd'hui. Les mers et les océans de la Terre commenceront à s'évaporer et notre planète se réchauffera de plus en plus. Dans 3,5 milliards d'années, sa luminosité sera de 40% supérieure à ce qu'elle est maintenant. Les conditions sur Terre à ce moment-là seront similaires à celles que nous connaissons actuellement sur Vénus. La vie sera tout simplement impossible. Dans 7,8 milliards d'années, le Soleil commencera à brûler de l'hydrogène dans son enveloppe. Il grossira alors pour devenir une géante rouge. Il sera environ 256 fois plus grand. À ce moment-là, l'enveloppe extérieure de l'étoile sera exactement à l'endroit où se trouve actuellement l'orbite de la Terre. Mais comme le Soleil perdra sa masse, il est possible que notre planète s'éloigne un peu plus de lui. Néanmoins, cela n'aura aucune importance, car la vie sur Terre n'aura plus pu exister depuis plusieurs milliards d'années déjà, à cause de la hausse de la température. Et un fort vent solaire emportera tout simplement notre atmosphère. Puis, les pulsations thermiques à l'intérieur de l'étoile arracheront l'enveloppe extérieure du Soleil. Cette coquille se transformera en une nébuleuse planétaire,
presque exactement comme ce que nous avons vu au début. Et tout ce qui restera du Soleil sera une naine blanche, de la taille de la Terre, qui s'éteindra en quelques milliards d'années. Tu connais la phrase de Stephen Hawking ? La meilleure preuve que nous ayons que les voyages dans le temps ne sont pas possibles et ne le seront jamais, c'est que nous n'avons jamais été envahis par des hordes de touristes venus du futur. Mais que se passerait-il si ces visiteurs voyageaient bien jusqu'à notre époque, mais qu'ils le faisaient en cachette ? Il se peut même que tu aies déjà rencontré l'un d'entre eux. Découvrons les voyageurs du temps les plus célèbres. Je te présente Orin. C'est un cyborg qui nous vient de l'année 2050 pour empêcher la prochaine fin du monde. En 2020, il est apparu dans une émission de télévision où il a dit que le monde entier était à l'intérieur de la matrice. Il a ensuite fait la une des journaux et a donné une interview à une chaîne YouTube populaire. Pour prouver qu'il était bien un cyborg, il a fait une démonstration de sa voix robotique, qui pourrait tout aussi bien être fabriquée à l'aide d'un simple programme informatique. Et il s'est aussi désigné par le terme « nous », car il s'est déclaré être une conscience collective venue sauver l'humanité. Orin est devenu célèbre pour ses prédictions sur l'avenir proche, mais il s'est avéré que de nombreux experts avaient déjà annoncé ses conjectures auparavant. Il a également déclaré qu'une énorme entreprise était en train de supprimer l'humanité et que nous nous trouvions à l'intérieur d'une simulation informatique complexe. Si nous ne nous améliorions pas ou ne prenions pas soin les uns des autres et de la nature, la fin commencerait en 2050. Orin n'apparaît plus dans les grandes émissions, mais il a une petite base de fans qui se passionnent pour toutes sortes de théories fantastiques. Un autre voyageur du temps se nomme Adam Archon et il nous arrive de 2045. Sur YouTube, on trouve une interview de lui dans laquelle il a partagé quelques détails sur l'avenir des États-Unis. Après quoi, la vidéo est devenue virale et a fait la une de nombreux journaux. Archon a indiqué que le dernier président officiel du pays serait la fille de Martin Luther King III, Yolanda Renee King, et qu'elle deviendrait le plus grand président américain de l'histoire. Un autre événement passionnant qu'Archon a annoncé est censé se produire en 2028. Il a affirmé que les gens découvriraient l'existence de civilisations extraterrestres. Il a ajouté que ces créatures ne viendraient pas de l'espace. Le voyageur a également noté que le monde passerait à une monnaie numérique unique et que tout l'argent liquide disparaîtrait. Bien sûr, personne ne l'a cru. Alors, les experts lui ont fait passer un test au détecteur de mensonges. Et Adam Archon l'a passé avec succès. Il a dit qu'il avait une puce dans la main pour faciliter le voyage dans le temps. Une civilisation extraterrestre arriverait sur Terre en 2028 et en 2045, les gens seraient plus proches des robots. Le détecteur de mensonges n'a pas indiqué qu'Archon mentait. Mais cela ne signifie pas qu'il dit la vérité, puisqu'on peut tromper l'appareil à l'aide d'un entraînement spécial. Quoi qu'il en soit, en 2028, nous saurons si Archon avait raison ou tort. Tous ces voyageurs du temps arrivent dans le passé, mais pour une raison inconnue, n'utilisent pas les connaissances du futur. Et toi, que ferais-tu si tu pouvais revenir 50 ans en arrière ? Peut-être investirais-tu de l'argent dans des actions d'une jeune entreprise qui deviendra une grande société extrêmement lucrative. Dans ce cas, tout le monde croirait que tu viens vraiment du futur. Et d'ailleurs, un homme l'a fait. Il a investi 800 $ en bourse et en a tiré 350 millions de dollars. Ce type s'appelait Andrew Carlson et il a touché un gros lot en 2003. Cependant, il n'a pas réussi à profiter de sa toute nouvelle richesse car le FBI est venu le chercher. Andrew avait vendu des actions et en avait acheté d'autres avec beaucoup de succès. En quelques mois, il était ainsi devenu millionnaire. Mais la Commission des valeurs mobilières ne pouvait pas croire à de telles coïncidences et elle a donc appelé le FBI. Pendant l'interrogatoire, tout le monde était persuadé qu'Andrew commencerait à se justifier et à dire qu'il avait eu de la chance. Mais au lieu de cela, il a répondu calmement qu'il venait de l'année 2256 avec l'aide d'une machine à voyager dans le temps. Bien sûr, personne ne l'a pris au sérieux. Mais lorsque le FBI a commencé à chercher des informations sur cet homme, il n'a rien trouvé. Andrew Carlson n'avait aucun papier. Il ne figurait dans aucune base de données. Il était sorti de nulle part et avait commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a été interrogé pendant environ 4 heures et il s'est comporté plutôt calmement. Il semblait dire la vérité.
Cependant, il ne leur a pas révélé où se trouvait la machine à voyager dans le temps. Lorsque la presse a découvert cet homme, il est immédiatement devenu une célébrité. Des sites d'information très connus ont commencé à écrire sur cet homme. Des articles sont parus au Japon, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et bien sûr, les journalistes ont commencé à appeler le FBI pour obtenir plus de détails sur ce type. Et le FBI leur a dit que toute cette histoire était une fiction et qu'il n'y avait pas d'Andrew Carlson. Des informations à son sujet sont apparues sur une page internet connue pour ses fake news. À un moment donné, l'article sur le voyageur du temps s'est retrouvé sur Yahoo, où il est devenu viral. Ainsi, comme nous le voyons, toutes les déclarations sur les voyageurs dans le temps sont soit des fictions, soit des mensonges. Ce sujet des voyages dans le temps est apparu grâce à des films et des livres fantastiques qui le développaient. La culture populaire a beaucoup influencé ce concept et a créé plusieurs théories affirmant que le voyage dans le temps était réel. Et certaines personnes y croient vraiment, en particulier celles qui ne sont pas du tout scientifiques. Mais justement, qu'en pensent les pros? De tels voyages sont-ils vraiment impossibles? Essayons de le découvrir. Les scientifiques disent que oui, le voyage dans le temps est une réalité, car en fait, nous voyageons déjà dans le temps. Le temps avance et nous avec lui. Nous pouvons appeler cela un voyage. Mais si nous devons nous rendre dans le futur ou retourner dans le passé, tout devient beaucoup plus compliqué. Tu te souviens de la théorie de la relativité d'Einstein? Elle affirme que le temps se déplace par rapport à l'observateur et qu'il n'a pas de valeur constante. Pour mieux comprendre, voici un exemple simple. 10 cheveux sur ta tête. Est-ce beaucoup ou peu? 10 cheveux dans un bol de soupe. Est-ce beaucoup ou peu? Tout est donc relatif et dépend des conditions. La même chose se produit avec le temps et l'espace. Si nous nous déplaçons à une vitesse phénoménale, proche de la vitesse de la lumière, alors le temps ralentit pour nous. La perception du temps devient différente pour une personne qui court et pour une personne qui reste immobile. Si nous nous trouvons à proximité d'un objet lourd, disons 1000 fois plus lourd que le Soleil, le temps à côté de cet objet ralentit également grâce à sa forte gravité. En ce sens, le voyage dans le temps est possible si tu es une personne âgée et que tu rencontres ton ami aussi jeune qu'il y a 50 ans. Pourquoi es-tu si jeune? Oh, j'ai juste volé dans l'espace à une vitesse phénoménale pendant tout ce temps, c'est tout. Mais cela ne veut pas dire que cet ami est resté assis dans son vaisseau durant 50 ans et qu'il n'a pas vieilli. Non, le temps était différent pour lui. Pour toi, sur Terre, 10 ans représentent une longue période. Mais pour lui, ces 10 ans ont passé comme une demi-heure. La gravité et la vitesse courbent le temps. C'est pourquoi l'astronaute Scott Kelly, qui a passé 1 an et demi en orbite, est devenu 5 millisecondes plus jeune que son frère jumeau après être revenu sur Terre. Tout ce temps, Scott l'a passé à l'intérieur du vaisseau volant en orbite à grande vitesse et il était aussi plus éloigné du centre gravitationnel de la planète. Le temps a donc été plus lent pour lui de 5 millisecondes que pour son frère. Objectivement, le temps s'écoule toujours à la même vitesse, mais sa vitesse change à l'intérieur des perceptions des différents observateurs dans des conditions différentes. C'est même l'objet de la théorie de la relativité. Mais qu'en est-il du saut dans le futur ou le passé, comme dans les films? Les trous de verre t'aideront à le faire. Il s'agit de quelque chose comme des tunnels qui traversent l'espace et le temps et qui peuvent relier différents segments de temps à différents endroits de l'univers. Ils sont comme des codes de triche qui peuvent briser les lois de l'univers. Les trous de verre sont insaisissables, ont des tailles différentes, sont imprévisibles, apparaissent dans l'espace et disparaissent. Mais leur principal problème est que les trous de verre n'existent que dans la théorie et la science-fiction, et n'ont jamais été observés dans notre univers par les scientifiques.